Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du 7-8 l'hebdo. Ravi de vous retrouver pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité de la semaine dans le département. Tout de suite, les titres de ce vendredi 18 janvier. Déplacement ministériel aujourd'hui dans les Yvelines à la zone portuaire de Limay. Brune Poirson, Agnès Pannier-Runacher et Jean-Louis Chaussade ont signé le contrat stratégique de la filière transformation et valorisation des déchets. Objectif, réduire de moitié la mise en décharge et recycler 100% des plastiques à l'horizon 2025. De la pâtisserie, des chocolats, mais avant tout du caramel. Comme son nom l'indique, le cofondateur de l'entreprise basée à Guyancourt partira demain au Salon du chocolat de Tokyo. Nicolas Lewin sera notre invité. Réunion pour l'organisation du congrès annuel des enseignants, inauguration des nouveaux locaux d'Yvelines numérique ou encore vente aux enchères. Comme chaque vendredi, coup d'œil sur l'actualité de la semaine. Son PDG est pourtant derrière les barreaux, mais Renault reste le constructeur automobile français numéro 1 dans le monde. Le groupe implanté dans les Yvelines à Guyancourt et Flins a réalisé 3,88 millions de ventes de véhicules en 2008, juste devant PSA. Déplacement ministériel aujourd'hui dans les Yvelines, le gouvernement s'est fixé un objectif, réduire de moitié la mise en décharge et recycler 100% des plastiques d'ici 2025. Pour s'en donner les moyens, un contrat dit stratégique de la filière transformation et valorisation des déchets a été signé ce vendredi matin. Et pour cet engagement, les secrétaires d'État Brune Poirson et Agnès Pannier-Runacher ont fait le déplacement dans une usine de traitement du plastique. Ça se passe au port de Limay, le reportage de Grégory Canalé. Cette usine traite 40 000 tonnes de bouteilles en plastique chaque année, dont une grande partie est au final recyclée pour le contact alimentaire. Un site implanté dans la zone portuaire de Limay, pris en exemple par le gouvernement. La secrétaire d'État à la transition écologique et solidaire Brune Poirson et son homologue à l'économie et aux finances Agnès Pannier-Runacher se sont rendus sur place. Elles ont signé vendredi 18 janvier le contrat stratégique de la filière transformation et valorisation des déchets. C'est très difficile de recycler et de fabriquer de faire du plastique qui est compatible avec un usage et avec un contact alimentaire. Et ça, la France sait faire. Une usine comme celle-ci le prouve. Ici, le déchet est une ressource. Et qu'en fait, à terme, l'objectif, c'est qu'on ne parle plus de déchets, mais bien de ressources. Donc il y a un enjeu qui est à la fois très industriel, un enjeu qui est très écologique, et il y a un enjeu qui est très social en termes d'emploi. Pour développer cette filière de la transformation et de la valorisation des déchets, le contrat fixe 6 projets structurants, notamment l'accompagnement des acteurs du secteur et du potentiel de recyclage, accélérer la robotisation des centres de tri ou encore développer l'offre de formation et de certification. La problématique, c'est de se dire comment mettons-nous en place des filières industrielles rentables, puisqu'on a mis en place la technologie, après il faut mettre en place le reste. Et en même temps, de mettre en place tout l'écosystème qui a été décrit par les deux ministres, à savoir l'éco-construction, la capacité d'avoir des produits qui soient recyclables, etc., etc., etc. Il y a toute une série de choses qu'il faut mettre en place si on veut véritablement que ces filières démarrent. En 2015 en France, 324,5 millions de tonnes de déchets ont été produits, 75% de détritus ménagers ont été valorisés. Retour également sur les vœux d'Alexandra Rosetti, maire de Voisins-le-Bretonneux, en présence de maires des communes voisines, mais aussi Gérard Larcher, président du Sénat, et Jean-Michel Fourgousse, président de 50 ans en Yvelines. Alexandra Rosetti est revenue sur l'année 2018 et ses travaux d'investissement, avec notamment la restauration de l'église ou encore la maison du Mérenté, où se sont déroulés hier soir les vœux. Des investissements dans le domaine sportif également. Voisins-le-Bretonneux a reçu le label Ville active et sportive. Durant la cérémonie des vœux, les problèmes de circulation et la polémique du contournement ont été évoqués. La maire créera une aire de covoiturage au Champ du Loup. Autre point sensible, la création d'un nouveau cimetière. L'actuel arrive à saturation. C'est un des projets de la commune pour cette année 2019. Écoutez la maire. On a la création d'un nouveau cimetière, qui est un sujet un peu sensible, puis aussi tout un plan de réfection de voirie pour améliorer la sécurité des piétons, pour essayer d'encourager les cyclistes à les emprunter. Puis on a quelques beaux projets de logement aussi. On a 95 logements
à la Manivelle, avec une résidence intergénérationnelle. On a bien sûr notre fameux éco-quartier de la Remise aussi qui va vraiment démarrer là, très prochainement. Défrichage va commencer, le nouveau Bicross va être construit. Et puis on a un autre quartier, on a aussi 110 logements à la Grande Île, on a des petits programmes de logement au centre-ville. Voilà, tout ça va nous permettre d'accueillir de nouvelles familles. Direction Guyancourt à présent avec la société Caramel. Nicolas Lewin, vous êtes le cofondateur. Bonjour. Bonjour Manon. Votre spécialité, comme le nom de votre entreprise l'indique, le caramel est sous toutes ses formes, en délicieuses petites bouchées aux 1000 parfums, en caramel à tartiner, en bar, en coffret ou encore en tablette de chocolat. Et vous partez demain, pendant 2 semaines, direction le Japon pour le Salon du Chocolat. C'est votre première participation ? C'est la deuxième. On a fait l'édition déjà 2018 et c'était un succès. On a été un petit peu pris d'assaut, donc c'est super. Et bien sûr, on n'a pas d'atelier au Japon, donc impossible de reproduire. Donc cette année, on a produit plus pour pouvoir contenter le plus de Japonais et Japonaises possible. Voilà. Donc excité parce que demain départ, on clôture 1 mois et demi de production spécialement pour eux. Parce que ça représente quand même des palettes de chocolat et de caramel, donc voilà. Donc on arrive presque au meilleur moment. Et justement, donc deuxième participation, en quoi c'est important cette deuxième fois pour vous ? C'est important parce que ça nous permet de mettre un pied à l'étranger. Donc on a déjà une boutique à Paris et on a déjà pas mal de clients japonais. Donc le fait de se déplacer là-bas, de rencontrer nos clients, nous met un pied dans l'Asie. Donc c'est important et on commence à être un petit peu connu là-bas. Donc on a attendu. Donc voilà, parce que l'idée c'est quand même d'essayer de se développer à l'étranger. Donc pour nous c'est une vitrine sur l'Asie extraordinaire. Alors on le fait avec plaisir. Et le chocolat a une place importante dans la gastronomie japonaise ? Oui, alors c'est une bonne question. Le chocolat, en fait, c'est essentiellement, on l'offre là-bas au moment de White Day, donc qui est un petit peu la Saint-Valentin japonaise, et c'est le moment de l'année où le Japonais achète du chocolat. Voilà. Les autres fêtes, c'est différent. C'est pas forcément, c'est plus des pâtisseries japonaises, mais White Day, donc qui est au mois de février, c'est le moment où tout le monde en fait ses emplettes là-bas pour offrir un petit cadeau, et c'est souvent du chocolat. Voilà. Et donc vous connaissez un petit peu les Japonais, ils adorent l'innovation, ils adorent la création. Il faut sans cesse innover, sans cesse créer. Donc dès qu'on est un petit peu jeune et qu'on amène quelque chose de nouveau, souvent ça fonctionne. Voilà. Donc on a la chance pour cette deuxième édition de participer. Et qu'allez-vous proposer à cette édition du Salon du Chocolat ? Faites-nous saliver un petit peu. Alors, on a plusieurs types de produits. Alors, toujours à base de caramel. L'idée étant d'avoir un clin d'œil au caramel, si ce n'est un caramel complet. Donc, on a des caramels à tartiner qui se trouvent dans ces pots. Donc là, on a une collection de 9 caramels. Des caramels aux fruits, des caramels aux épices, des caramels classiques aussi. Des très gourmands, très régressifs. On a aussi le bonbon traditionnel en papillote, donc là décliné également sous une dizaine de sortes. Donc l'idée étant aussi de surprendre et d'apporter des choses nouvelles. Donc on peut retrouver un caramel au blé noir, donc le sarrasin, un caramel à la framboise, travaillé à partir du fruit directement. Voilà. Ensuite, on a également une collection de chocolat, donc des petites barres caramélisées, avec à l'intérieur des caramels de différentes sortes. Donc, caramel noix de pécan, caramel fruits rouges, caramel vanille fleur de sel, à l'intérieur du chocolat. Voilà. Et ensuite, on a une collection donc on les a baptisés les petites nougues, avec des nougatines au sésame, des nougatines noix de coco, et le tout enrobé de chocolat. Voilà. Donc on essaye vraiment de créer et d'apporter quelque chose d'inédit. Et vous proposez des mets exclusifs pour ce Salon du Chocolat ? Oui, pour le Salon du Chocolat, alors on a créé un caramel en exclusivité qui est un caramel chocolat et fèves de tonka. Donc l'idée étant d'associer le thème quand même du déplacement, le chocolat, le caramel et la fève de tonka qui est méconnue en fait, déjà en France assez méconnue, mais au Japon vraiment, qui est une petite fève qu'on utilise comme un aromate en fait, qu'on vient râper et qui est très odorante et qui nous rappelle un petit peu le côté boisé, du bois mouillé. C'est original, donc c'est une création exclusive pour le Japon. Et on a également réalisé une ganache avec un miel que j'ai sourcé dans les Pyrénées, qui est un miel de Calune. C'est une bruyère qui pousse à mi-hauteur dans les Pyrénées.
Donc on essaye de mettre à l'honneur aussi des petits artisans et des producteurs locaux, dont cette société de miel avec qui on travaille maintenant. Et un de vos mets exclusifs, l'enrobage de pralinés au sésame noir que vous allez proposer pour le Salon du chocolat de Tokyo. Votre chef pâtissier nous a livré vos petits secrets de fabrication. Regardez. Là, on a réalisé le praliné, ensuite on l'a détaillé en forme rectangulaire et ensuite on l'enrobe de chocolat et on décore avec des graines de sésame noir. Je mets le tapis en route. Les bonbons de chocolat vont passer sous le rideau de chocolat ici. Donc un chocolat qui a une température exacte de trempage ou d'enrobage. Le chocolat est soufflé ici pour enlever l'excédent de chocolat. Et ensuite à la sortie on met le décor du bonbon. Alors selon vous, pourquoi les Japonais sont-ils friands de vos délices ? Je pense qu'il y a déjà il y a le côté français. Le côté français le Made in France fait rêver. Je pense que maintenant il y a beaucoup de Français qui sont implantés là-bas. On est un petit peu une valeur sûre en termes de gourmandise et de gastronomie française, voilà, en tout cas mondiale. Donc je pense qu'on rassure. Et puis je pense que le côté exclusif, nouveau, jeune, un peu frais, qui arrive parmi des institutions telles que Patrick Roger, Jean-Paul Evin, qui sont installés depuis des années là-bas au Japon, suscite un petit peu la curiosité et fait qu'on a envie d'essayer. Voilà. Et c'est là où il faut être bon, parce que essayer c'est bien, mais il faut concrétiser l'essai, parce que il faut que ce soit bon, quoi. Parce que si le Japonais achète nos produits, qui sont vendus très cher au Japon, beaucoup plus cher qu'en France, parce que vous imaginez que c'est produit en France et transporté au Japon, il faut que le produit soit excellent et irréprochable, parce que sinon on perd cette clientèle. Donc si on n'est pas bon, on fera pas de 3e salon de chocolat. Voilà. Et justement, une marque de noblesse, vous avez travaillé chez La Durée en tant que chef pâtissier international et vous avez lancé en début d'année 2016 votre entreprise Caramel. Votre atelier est à Guyancourt et votre boutique se situe à Paris. D'où vous provient cette passion ? Depuis tout jeune. Je viens de Normandie, je suis issu d'une famille gourmande, j'ai de la famille aussi dans le métier, donc j'ai été piqué très jeune. Et puis, arrivé à 20 ans, 21 ans, je me suis dit, je sentais qu'il fallait que je bouge de la Normandie, il fallait que j'aille voir la capitale. Et j'ai répondu à une annonce, tout simplement. Et je suis rentré chez La Durée, j'avais 21 ans, et je suis resté 10 ans. Voilà, donc fidèle. J'ai évolué, on m'a fait confiance. C'est une très belle maison qui se développait à l'étranger. Donc j'ai eu la chance de participer au développement, et puis voilà. Et arrivé à 30 ans, je me suis dit que c'était le bon moment pour moi de faire autre chose. Et donc j'ai créé Caramel. Eh bien, on espère que vous représenterez au mieux la France au Salon du chocolat de Tokyo. Merci Nicolas Lewin d'avoir été avec nous. Je le rappelle, vous êtes le cofondateur de l'entreprise Caramel. Dernière journée de réunion aujourd'hui pour l'organisation du congrès annuel d'AGEM, l'Association générale des enseignants des écoles et classes maternelles publiques. Chaque année, le congrès se déroule dans une ville différente et pour ce 92e congrès, il se déroulera à Port-Marly, dans l'Académie de Versailles. Reportage. Le Port-Marly sera la ville où se tiendra le 92e congrès national de l'AGEM, l'Association générale des enseignants des écoles et classes maternelles publiques. Elle a été créée en 1921. Elle a été créée à Vichy par un groupe d'enseignantes qui se sont réunies parce qu'il y avait déjà une inégalité de salaire à cette époque et les collègues se sont regroupés autour de cette association pour faire la promotion de l'école maternelle, pour défendre les intérêts des enseignants et défendre les intérêts des enfants. En comité restreint, tous réfléchissent à l'organisation du congrès annuel pour promouvoir l'école maternelle et en particulier la thématique des arts. C'est un véritable moment où bat le cœur de la maternelle et où les enseignants qui viennent là, c'est en même temps pour se ressourcer, pour partager. Et au sein de l'Académie de Versailles, tous ceux qui ont travaillé depuis 3 ans, c'est offrir ce moment et ces espaces pour se retrouver et parler de la maternelle qui est notre passion.
Ils mettent au point l'organisation des expositions pédagogiques mais aussi toute la logistique. Pendant 3 jours, ils établissent le programme précis des journées du congrès, un rendez-vous très attendu pour les enseignantes. C'est passionnant de pouvoir rencontrer ce qui est fait par les autres collègues, échanger avec les autres collègues sur ce qu'elles font, leur pratique de classe. Et cet échange-là est source de formation pour nous. 1200 personnes sont attendues au congrès. Il se déroulera du 3 au 5 juillet 2019 aux Pyramides à Port-Marly. 2 nouveaux locaux pour Yvelines Numérique. Le syndicat les a intégrés l'été dernier à Guyancourt. L'inauguration officielle s'est déroulée hier matin en présence de plusieurs élus locaux. Yvelines Numérique est en charge notamment du déploiement de la fibre optique sur tout le territoire à l'horizon 2020. Le reportage d'Aurélie Ronze et Marilène Yapichino. Dans sa politique de déploiement du numérique, le département des Yvelines lançait en 2016 Yvelines Numérique. Un regroupement du département et des intercommunalités en un syndicat mixte ouvert chargé du développement des plateformes numériques de services publics. On travaille dans 2 domaines essentiellement, le numérique pour l'éducation et nous déployons donc des outils au bénéfice des élèves, des parents d'élèves et de l'ensemble de la communauté éducative, notamment les enseignants. Et nous travaillons également dans le domaine de la sûreté électronique où nous développons une plateforme innovante qui permet de faire remonter en temps réel un nombre d'images d'un très grand nombre de sites. Un service de vidéoprotection déployé dans tous les collèges du département, des robots dans les hôpitaux ou les domiciles pour maintenir le contact entre l'école et les enfants, de nombreux projets en cours de développement. C'était important de bénéficier de locaux qui permettent justement tout ce développement et qui permettent de se concentrer, de travailler en groupe, de recevoir des partenaires. Du conseil départemental de Versailles, Yvelines Numérique a donc déménagé à Guyancourt dans ces nouveaux locaux plus modernes et fonctionnels pour remplir sa mission haut débit. Fin 2020, l'ensemble du haut débit sera déployé dans la zone blanche du département des Yvelines de 2 façons, soit par l'installation de la fibre numérique, soit par ce qu'on appelle la montée en débit, c'est-à-dire qu'on équipe les réseaux téléphoniques existants de systèmes qui permettent d'augmenter leur puissance pour faire passer plus d'images. Cette journée d'inauguration est également marquée par le lancement du nouveau site internet du syndicat mixte ouvert. Autre rassemblement, hier, une journée d'expertise gratuite était organisée par un hôtel de vente aux enchères parisien. Les Versaillais avaient la possibilité de faire expertiser leurs bijoux, tableaux ou autres trésors que l'on se transmet de génération en génération. Aurélie Ronze. Donner une valeur et une opinion sur l'authenticité d'un bijou, d'un tableau ou bien d'un objet d'art. Voici le principe de cette journée d'expertise gratuite exceptionnellement organisée ce jeudi 17 janvier à Versailles. Nous sommes une maison de vente aux enchères, donc on organise des journées d'expertise et des ventes aux enchères, à la fois à Lyon dans notre hôtel des ventes et à Paris. Les expertises se font dans nos bureaux dans le 6e et les ventes à l'hôtel Drouot. Je ne pense pas que ce soit excessivement rare. Oui, oui. Donc ça doit valoir entre 100 et 200 euros. D'accord. J'avais quelques objets dont j'ignorais la valeur et que je voulais préciser les choses. C'est pour régler des successions, pour les partages à mes enfants. Succession, inventaire pour assurance ou gestion d'une collection d'art, les raisons sont multiples pour venir faire estimer son objet. Gilonne a apporté des bijoux appartenant à ses ancêtres, des broches importables selon elle et qui l'encombraient. J'ai eu une estimation pour chaque pièce et on verra si ça part. La somme, oui, dans les 500 euros chaque objet, oui à peu près. Oui, je n'en espérais même pas tant, vous voyez, parce que chez les bijoutiers, on m'en proposait rien du tout. Les bijoux de Gilonne seront vendus aux enchères le 20 février prochain à Paris. Un mot de culture à présent, vous pourrez vous rendre ce week-end à la galerie Saint-Simon de Versailles. L'artiste Corinne Sesca présente plusieurs de ses monotypes, des œuvres réalisées autour du corps humain, du mouvement, à découvrir jusqu'au 27 janvier, le reportage de Mélanie Poquet. Des corps humains sensuels qui semblent posés, des peintures monotypes. Corinne Sesca travaille sur une plaque de métal sans gravure, créant des modèles inédits, des œuvres réalisées grâce à une vieille presse artisanale.
Je travaille sur les émotions. En fait, c'est la diversité des émotions. Et je passe par le corps, je cherche un langage sur le monotype, un langage pour exprimer dans le corps sur les inversions de hanches, la puissance de l'émotion aussi, en essayant par exemple de partir à un pied, propulser la tête. Corinne Seska découvre son amour pour l'art en 2006, une pratique tardive qui passe par un envoûtement, une révélation. L'estampe lui permet une possibilité infinie de création. C'est la technique du monotype qui m'a complètement séduit, parce qu'on travaille sur une plaque de métal, on peut enlever, rajouter, gratter, on peut tout faire, prendre une feuille de papier, gratter par-dessus. Il y a le plaisir du geste aussi, quand il y a des rythmes, on peut partir dedans. Le mouvement, c'est la puissance, moi il faut que je l'inscrive, il faut que j'inscrive ce qui me vient comme émotion sur ma plaque. Un art exutoire pour l'artiste, Corinne Seska expose ses 3 dernières années de création. L'actualité dans le reste d'Île-de-France avec nos confrères de Via Grand Paris, chaîne disponible sur la TNT. Et je vous propose aujourd'hui de découvrir le Grand Paris avec une mini-série. Elle vous permet d'explorer les lieux emblématiques de la métropole à travers des témoignages. Regardez. Le Grand Paris, comme si vous y étiez. Une mini-série à chacune son Grand Paris vous permet d'explorer les lieux emblématiques de la métropole à travers des témoignages. Le projet a été confié à Wilfried Duval, lauréat 2016 du meilleur court-métrage Grand Paris au festival Megacity Short Doc, un Parisien pure souche. L'idée, c'était vraiment d'aller au-delà de la métropole institutionnelle, donc qui est Paris et la Petite Couronne, partir d'un usage du territoire, d'un individu, d'une histoire, et de raconter cette histoire pour susciter chez les personnes qui vont regarder les vidéos un imaginaire du Grand Paris. Se dire, ok, quand je vais à Saint-Denis, quand je vais à Saclay, quand je vais à l'aéroport, je suis dans le Grand Paris, il se passe des choses. Il y a des gens qui font des choses ici, qui travaillent, qui habitent, qui vivent. Et tout ça, c'est le Grand Paris. Tout cet ensemble, c'est le Grand Paris. Le réalisateur a posé sa caméra dans des endroits connus comme Rungis ou la Défense, mais aussi plus surprenants, comme une académie de cirque en Seine-Saint-Denis ou un tunnelier du Grand Paris. Le premier épisode nous propose de découvrir la place, un centre de culture hip-hop. Extrait. La place est un lieu particulier parce que c'est le premier lieu que j'ai trouvé pour venir danser. On est là, on peut danser, on a quand même un gros temps de danse. On a de 13h à 19h. C'est ouvert toute la semaine, donc non, franchement, je trouve que c'est parfait. On nous laisse danser, il n'y a pas de souci, quoi. On est libre. Cette mini-série web qui compte 22 épisodes est diffusée chaque mardi. Elle est à découvrir depuis le 4 décembre sur le site de la mairie de Paris, paris.fr. Chaque semaine, nous ouvrons nos archives pour revenir sur l'actualité locale. Aujourd'hui, nous revenons sur la première élection du maire de Saint-Cyr, Bernard Debain, qui ne se représentera pas pour un mandat en 2020. Voici enfin le nouveau visage aux commandes de la ville. Bernard Debain, tout juste promu conseiller municipal en lieu et place de Philippe Lavaux, prend donc la direction de Saint-Cyr-l'École. Élu au premier tour de scrutin avec 17 voix à la majorité absolue. Une tâche qui s'annonce ardue face à une opposition revendicative, alors que la majorité apparaît plus que jamais divisée. Moi je suis un homme d'écoute et de dialogue, donc de toute façon, je pense que si on veut arriver à gérer cette ville, on ne peut pas le faire avec une opposition systématique. Et le seul moyen de pouvoir la gérer avec l'opposition, c'est de l'associer à nos travaux. La première action du nouveau maire sera sans doute de rallier les 5 dissidents de la liste Saint-Cyr Avenir à sa cause. 5 conseillers, dont Gaëtane Desjardins, ancienne première adjointe, exclue par le groupe majoritaire pour avoir contesté les méthodes de Philippe Lavaux. Moi, effectivement, je n'étais pas toujours d'accord avec Monsieur Lavaux. J'étais d'accord sur les projets, puisque c'était nos projets lorsque nous avons été élus, mais je n'étais pas d'accord sur les méthodes. Moi, j'aime la rigueur, la transparence, la concertation, la discussion. La dictature, je n'aime pas beaucoup.
Candidate de l'opposition, Brigitte Berthaumieux réclamait quant à elle la démission générale du Conseil afin de provoquer de nouvelles élections auprès des Saint-Cyriens. Il nous dit j'assume tout le passé, les mandats, l'équipe passée avait un mandat des Saint-Cyriens. Moi je n'ai pas l'impression quand même que le mandat qui avait été donné par les Saint-Cyriens à l'équipe municipale était les illégalités, les crises, les déchirements. Voilà, et puis il faudra quand même qu'il nous donne quelques explications sur la situation financière de la ville. Le chantier s'annonce donc laborieux entre l'hypothétique annulation de la vente de la gendarmerie ou le dossier épineux de la piscine à 0 €. Quoi qu'il en soit, Bernard Debain semble être l'homme du dialogue retrouvé. Plusieurs conseillers d'opposition déclarant hier à l'auditoire ne plus être habitués depuis longtemps à tant de concertation. C'est la fin de ce 7-8 l'hebdo. Retour de l'information dans le 7-8 journal dès 18h lundi. Passez un excellent week-end.